Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sébastien Treyer, le directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et je suis ravi de pouvoir donner quelques éléments de réflexion sur le multilatéralisme environnemental et les crises environnementales que la planète subit en ce 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement. La première chose qui me semble important de souligner, c'est que l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement l'a très clairement affirmé l'année dernière. On a trois grandes crises environnementales et il faut les voir comme interconnectées. Non seulement la question du changement climatique qui a pris une importance politique, heureusement très importante parce qu'il faut vraiment la traiter en matière de coopération internationale et d'action nationale, mais aussi la question de la biodiversité et la question des pollutions. Et ces trois crises sont évidemment interreliées, elles sont les marqueurs de l'Anthropocène, hein, c'est vraiment ce qui donne à voir à quel point l'humanité est devenue l'égale d'une force géologique à cause des choses de la vitesse et de l'ampleur de ce qu'elle imprime à l'écosystème planétaire, mais c'est aussi des marqueurs de ces limites de la planète qui font que quand on pense avoir traité la question, une partie de la question, comme par exemple le trou d'ozone, en fait, la question du climat apparaît, et si on essaie de traiter la question du climat sans la biodiversité, tout ça ne va pas marcher. Et donc, si on prend les limites de la planète comme un système, il est indispensable de pouvoir se poser des questions de sobriété, questions de sobriété qui sont intervenues dans le débat français de manière très forte, évidemment, à cause du rationnement imposé par l'invasion russe de l'Ukraine. Mais c'est une question de sobriété qui est depuis longtemps dans le débat des économistes de l'énergie, qui est aussi intervenue depuis au moins une dizaine d'années dans les débats sur la question de la sécurité alimentaire. Et il faut bien voir que c'est un défi majeur. Derrière la question de la sobriété, c'est qu'en fait, si on veut respecter les limites de la planète, on ne pourra pas le faire sans changer le logiciel, sans reconcevoir les projets économiques des territoires et des grands secteurs dans une logique où, pour le dire en anglais, less is more. Il faut produire moins de choses, mais en même temps continuer à créer plus de prospérité, ou j'allais dire plus de valeur. Et c'est ce paradoxe-là qui est celui qui est absolument central derrière l'interconnexion entre les trois grandes crises écologiques planétaires. Derrière ça, évidemment, quand je dis reconcevoir des projets économiques pour les territoires et pour les secteurs, en fait, ce dont on parle, à la fois au nord comme au sud, c'est des questions de reconversion industrielle, d'avoir des nouveaux projets pour les grandes zones de production. Pour des pays du sud qui cherchent à s'industrialiser, c'est évidemment un enjeu de pouvoir se dire sur quel projet économique je peux baser mon industrialisation. C'est des questions qui se posent de manière très forte en Afrique. Et puis pour nos pays comme l'Europe, c'est comment est-ce qu'on se reconvertit vers d'autres formes d'économie, en particulier en moment où on cherche à réindustrialiser l'Europe. Et donc, c'est particulièrement important de réfléchir. J'utilise à dessein ce mot de reconversion industrielle hein, qui résonne avec des enjeux qui ont été extrêmement difficiles à vivre sur des décennies hein, pour des territoires qu'on connaît bien en France comme la sidérurgie en Lorraine. Hein. Mais donc, c'est un moment, on doit faire ces reconversions industrielles pour des questions écologiques à un moment où par ailleurs le contrat social dans nos pays, dans nos régions est déjà extrêmement mal en point. Je parle à la fois des droits politiques et de l'exercice des droits politiques. Hein, la question de est-ce que les citoyens européens vont vraiment exercer leurs droits de citoyens dans les différentes élections, c'est pas gagné. Il y a des votes de protestation. On voit ce que ça donne aussi dans les démocraties britanniques et américaines. Donc même dans les pays où la démocratie était bien établie, le contrat social du droit à exercer, enfin de croire encore dans les institutions démocratiques est mis à mal. Et ça parle aussi des systèmes de redistribution. Le contrat social dans la redistribution est mis à mal notamment parce qu'il est appuyé sur le travail, c'est-à-dire que c'est parce qu'on travaille qu'on a accès au système de santé, qu'il y a des formes de redistribution dans la société. Et en fait, la disparition ou le risque de disparition du travail avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, est en fait absolument central. Et je mets ça au milieu de la discussion sur les grandes crises environnementales et leur lien avec la transformation de nos économies, parce qu'en fait, les économies de la planète vont être d'abord transformées par ces tendances-là, traversées par ces questions des inégalités, des crises économiques, des crises financières et de la disparition à terme d'un certain nombre de possibilités d'emploi, de reconfiguration des chaînes de valeur à travers la planète. Pas essentiellement parce qu'on les fait changer intentionnellement pour protéger le climat ou la biodiversité, mais avant tout parce qu'en fait ces tendances s'exercent. Et donc il est très important de se dire que face à ces trois crises planétaires et face à ces crises sociales et économiques qui sont en fait déjà là et déjà existantes,
il peut y avoir une logique de sortie par le haut, de montée en gamme de nos stratégies économiques. Et c'est bien le pari qu'a fait l'Europe avec son pacte vert pour l'environnement, l'idée de transformer, de changer, de transitionner vers un nouveau projet. La transition, en fait, devient un nouveau projet politique et économique pour un certain nombre de grandes régions. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer de préserver, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de pousser chaque grande puissance économique et les pays en émergence économique vers cette transition comme un projet politique et économique, tout en essayant que ça ne soit pas la course entre les grands pays de la planète. Ça, c'est un premier point que je voulais mentionner, qui me semble extrêmement important, l'importance du défi que ça suppose pour les économies de pouvoir passer de pouvoir faire face, de pouvoir traiter la question des grandes crises environnementales auxquelles on fait face, et en même temps l'idée que c'est pas les seuls, que l'ambition environnementale n'est pas la première contrainte qui pèse sur les systèmes économiques et sociaux dans les territoires, c'est plutôt une contrainte qui vient s'ajouter à d'autres crises, et ça me paraît extrêmement structurant. C'est notamment structurant parce que cette année, en 2023, et ça montait depuis un certain nombre d'années, l'autre élément structurant pour le multilatéralisme, c'est la question de l'aggravation des inégalités entre les pays. La séquence des crises Covid, mais aussi après la Covid, les conséquences socio-économiques de l'invasion russe de l'Ukraine, ont complètement mis à bas la capacité des pays du Sud, et notamment ceux qui étaient en train d'émerger économiquement. Ça a mis à bas cette série de crises qu'on peut appeler parfois des polycrises, la capacité des pays du Sud à relever la tête. Elle est extrêmement affaiblie. Et tout ça en plus, après la crise Covid et l'invasion russe de l'Ukraine, il y a les chocs répétés de plus en plus importants et de plus en plus fréquents liés au changement climatique. Et donc les pays du Sud, et je parle des pays du Sud qui ne sont pas forcément très homogènes, ni constitués comme une force politique homogène, hein, le G77 plus la Chine, ou ce qu'on appelle le Sud Global, Global South en anglais, n'est pas vraiment quelque chose, un groupe de pays extrêmement homogène, mais en tout cas ce qui les rassemble, ceux qui n'ont pas réussi à émerger économiquement, c'est une situation quasiment impossible de retrouver un avenir économique aujourd'hui. Et c'est ce que dit par exemple le rapport de l'OCDE sur le financement des objectifs de développement durable. L'écart par rapport aux besoins d'investissement pour le développement durable dans les pays du Sud n'a fait que se creuser, et ce malgré les efforts d'aide publique au développement relativement stables des pays de l'OCDE ou du G7. Et donc malgré les efforts des pays occidentaux pour amener de l'argent public de type aide publique au développement dans les pays du Sud, l'écart à leurs besoins d'investissement pour le développement durable s'accroît de manière dramatique. C'est une des raisons pour laquelle, qui est pour moi un marqueur de la période, c'est la prise de parole de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui dit en fait aujourd'hui la situation nécessite l'équivalent du plan Marshall. Et on parle beaucoup trop de plan Marshall très souvent. Ce qu'elle dit, c'est que la reconstruction de l'Europe post-Seconde Guerre mondiale a fait que les États-Unis ont fait le pari d'utiliser jusqu'à 3% de leur richesse nationale brute pour investir dans la reconstruction de l'Europe, parce que c'était un pari qui était bon pour la paix, bon politiquement et bon économiquement pour les États-Unis. Et elle dit aujourd'hui, c'est à peu près la même chose que les pays du Nord doivent entendre vis-à-vis des pays du Sud. Or, aujourd'hui, on arrive quand même si c'est stable, on n'arrive qu'à quelque chose qui est en deçà de l'objectif que les pays du Nord s'étaient fixés eux-mêmes de 0,7% de leur richesse, 0,7% de leur richesse nationale brute accordée en matière d'aide publique au développement. Et donc, il faut aujourd'hui se dire que les pays du Nord devraient faire un pari sur la capacité des pays les plus pauvres à tirer parti d'un investissement beaucoup plus important qu'on pourrait faire auprès d'eux, et donc d'éviter de mettre en avant d'abord le risque de ces pays, le fait qu'il y a de l'instabilité politique, pour se dire on est obligé de faire un pari comme les États-Unis l'ont fait au moment où le premier prêt de la Banque mondiale a été accordé à la France en 1945. La France était en état institutionnel et économique et infrastructurel complètement détruite, mais les États-Unis ont fait le pari que la France allait s'en sortir et allait transformer l'essai, et que les investissements consentis en France allaient en fait être bons pour la France et pour tout le monde. Et c'est un peu la même chose qu'on doit essayer de faire vis-à-vis des pays du Sud, en se disant il faut qu'on arrive à faire atterrir les capacités financières de la planète, qui sont en fait énormes, et je ne parle pas juste des capacités financières publiques des États, il faut les faire atterrir
dans les pays qui en ont le plus besoin aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, ces investissements s'en détournent. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est ça qu'essaye de traiter le sommet à l'invitation du président français à Paris en juin sur un nouveau pacte financier international, sommet qui est coordonné, qui est organisé en coordination avec la présidence indienne du G20. Qu'est-ce que cette situation de grande crise environnementale qui suppose des défis énormes, mais aussi de crise sociale et économique très profonde dans beaucoup de pays, plus ce déséquilibre entre le Nord et le Sud, qu'est-ce que ça veut dire pour les institutions multilatérales? Paradoxalement, même si l'Organisation des Nations Unies, je parle bien du système onusien à New York, je viendrai tout à l'heure au système de Bretton Woods à Washington, l'Organisation des Nations Unies, elle est toujours contestée pour ses inefficacités, pour les formes de gouvernance du Conseil de sécurité qui sont inégales par rapport au rapport de force réel des économies et des pays sur la planète aujourd'hui. Mais le multilatéralisme environnemental continue d'avancer. Les conférences des parties sur le climat ne sont pas toujours des succès, mais elles continuent de produire des effets, selon moi en tout cas. Sur la biodiversité, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a réussi à arriver à un accord ambitieux, le plus ambitieux qu'à mon avis on pouvait avoir l'année dernière à la COP15 à Montréal, avec le cadre mondial pour la biodiversité. Et on a eu, en ce début d'année 2023, un accord sur la protection de la biodiversité en haute mer. Et puis, on pourrait citer aussi l'environnement comme un droit humain dans le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ça avance. Il y a aussi des négociations actuellement qui viennent de se finir à Paris sur un traité sur les plastiques, la négociation d'un GIEC des produits chimiques. La communauté internationale reste extrêmement ambitieuse sur les aspects environnementaux, mais évidemment, tout ça dans un contexte de grande rivalité économique entre les États-Unis et la Chine et d'opposition politique très forte entre les Occidentaux et la Russie, qui polluent pas mal de ces débats, qui font qu'on passe beaucoup de temps à parler de procédures plutôt que de fond. Mais c'est peut-être néanmoins ça avance, c'est ça que je voudrais souligner, et c'est très important de voir ça dans le monde tel qu'il est, dans un monde de rivalité, dans un monde de rivalité économique et politique. Le multilatéralisme environnemental avance. Même si c'est vrai, la Russie et la Chine font régulièrement état du fait que l'environnement doit être une question technique et non politisée et qu'elle doit se traiter dans des enceintes techniques. En fait, c'est une forme de fiction de dire ça, mais c'est une fiction, une forme d'ambiguïté qui permet qu'en fait l'environnement, le climat, la biodiversité soit un des lieux où on parle encore de coopération dans un monde où on s'affronte par ailleurs, et pas l'environnement comme un prétexte pour parler de choses qui n'auraient pas d'impact. L'environnement, le climat, la biodiversité, comme je le disais tout à l'heure, traiter la crise environnementale, les trois crises environnementales ensemble, c'est en fait parler d'éléments déterminants de restructuration profonde des rapports de force économique au sein des pays et entre les pays. C'est donc géopolitiquement extrêmement important et la sécurité d'approvisionnement pour avoir les ressources dans le monde de demain, le monde décarboné, une économie décarbonée de demain à l'échelle planétaire, c'est bien ça aussi qui est devenu un enjeu géopolitique clé. Certains analystes de la guerre russe en Ukraine et du positionnement russe en Afrique sont qu'en fait, la Russie cherche à se positionner pour rester en amont des ressources dont l'Union européenne va avoir besoin, alors qu'elle fait son Green Deal, qu'elle fait la transition de son pacte vert pour l'environnement et qu'elle passe à d'autres formes d'économie. Et il me semble vraiment important de regarder que la question des normes de finance verte, par exemple aussi, la course entre les États-Unis, la Chine et l'Europe à essayer d'être les premiers à fixer, à codifier les normes de la finance verte, mais aussi les formes de combat de certains élus républicains contre les principes de finance verte, avec une logique d'extraterritorialité de ce que les États-Unis pourraient faire, de ce que certains élus républicains pourraient faire comme procès à des entreprises financières. On voit que c'est un champ de bataille extrêmement actif et on le mesure peut-être pas suffisamment parce que ça ressemble à de la soft law, alors qu'en fait c'est aussi un des champs de bataille très importants du moment. Et donc, mon dernier point, c'est de dire finalement le multilatéralisme environnemental continue de vivre, il est extrêmement actif et sous des dehors de discussions extrêmement techniques, en fait, il est extrêmement géopolitique et c'est là où il faut continuer d'y investir et je pense que beaucoup d'acteurs politiques, économiques ont saisi l'importance de cette discussion environnementale comme un des lieux où peuvent se construire ou se défaire des capacités de coopération de demain qui touchent pas seulement l'environnement mais l'ensemble des dimensions de nos sociétés. Et puis le dernier point, c'est donc parler des institutions de Bretton Woods. On est au cœur du sujet des inégalités nord-sud. Le rapport d'Amar Bhattacharya, Vera Songwe et Nick Stern disait l'année dernière
Les pays du Sud, si l'on ne compte pas la Chine qui a des capacités financières énormes, mais le reste des pays du Sud ont des besoins d'investissement pour le développement durable de l'ordre de 2000 milliards de dollars par an, dont la moitié au moins doivent être des apports financiers extérieurs parce que finalement, il faut que ça repose aussi sur leurs ressources intérieures, hein, mais 2000 milliards, c'est extrêmement important. Et en face de ça, ce que la Banque mondiale est capable d'essayer de faire pour changer sa capacité, pour augmenter sa capacité d'intervention, ce qu'on a vu aux réunions de printemps de la Banque mondiale il y a quelques mois, c'est qu'en fait, on est capable d'augmenter avec des efforts importants sur le fait que la Banque mondiale prenne plus de risques. On atteint le fait qu'on pourra avoir 5 milliards de plus par an. 5 milliards de plus par an par rapport à des besoins qui sont 1000 milliards de plus par an. On n'est pas du tout dans les purs. Et donc, il faut absolument essayer d'imaginer comment transformer de manière beaucoup plus importante la capacité d'intervention de notre architecture financière internationale et la manière dont elle traite notamment les pays africains qui aujourd'hui, non seulement, c'est pas tant les pays africains qui n'arrivent pas à attirer des investissements vers les énergies vertes et qu'ils investissent dans les énergies qui ne sont pas vertes, c'est plutôt tout simplement qu'ils n'arrivent pas à attirer tout court des investissements productifs dans leur pays ou pour des infrastructures. Et c'est ça qu'il faut arriver à traiter, évidemment l'orienter vers directement des chemins de développement qui soient verts. Et donc, parmi les solutions nouvelles, on ne coupera pas à essayer de mettre en branle une discussion sur des nouvelles ressources publiques internationales. C'est un des enjeux du sommet de juin sur le nouveau pacte financier international. Des nouvelles formes de nouveaux mécanismes de taxation d'échelle internationale qui paraissent infaisables techniquement et politiquement dans les pays, impossible à négocier entre pays, c'est ce qui est objecté très souvent. On a en France l'expérience de la taxe sur les transactions financières ou de la taxe sur les billets d'avion qui n'a pas déployé de nouveaux instruments financiers à grande échelle. Et pourtant, il faut bien s'y remettre et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est remettre à l'agenda la question des formes de fiscalisation, de fiscalité qui permettraient de rendre un peu plus juste l'organisation du système financier international, un système financier qui aujourd'hui ne fait pas atterrir les investissements productifs là où on en a besoin et là où en fait la main-d'œuvre est moins chère, ce qui serait normalement en théorie économique la manière d'organiser les flux de capital entre là où est le capital aujourd'hui et là où on a besoin de capital pour construire l'économie. Et puis il est probable aussi qu'on voit arriver une discussion sur comment réformer les institutions de Bretton Woods et comment les voir s'hybrider avec des nouvelles institutions qui sont en fait construites par les pays émergents, les BRICS, avec la Banque internationale asiatique sur les investissements, la New Development Bank, l'ex-banque des BRICS, qui sont vus par beaucoup de pays du Sud comme plus rapides, plus efficaces, différemment gouvernées et certes probablement un peu moins regardantes. Et donc plutôt que de les considérer comme des ennemis ou des concurrentes des institutions de Bretton Woods qui sont jusqu'à aujourd'hui dominées par les pays occidentaux, il va falloir essayer d'hybrider les efforts pour trouver des solutions. Et ça, c'est un vrai changement de compréhension. Et puis évidemment, je mentionne à peine les questions de la dette qui sont extrêmement structurantes pour des pays comme le Ghana ou la Zambie, qui sont aujourd'hui dans des situations économiques très graves, alors que ce sont des démocraties et des espaces démocratiques très importants, des modèles de démocratie dans leur région respective. Et il faut qu'on les aide à faire la transition vers du développement durable, mais aussi à une sortie de la dette, ce qui suppose une vraie discussion entre la Chine, le Club de Paris, le FMI, et donc de construire ce multilatéralisme. Donc ma conclusion est de dire en cet anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement, l'environnement est devenu extrêmement géopolitique et donc il est inévitable, on doit faire travailler ensemble de manière indissociable le multilatéralisme onusien où, malgré les rivalités, on a des vraies formes de coopération pour la transition, ou en tout cas elles sont en train de se construire, il faut être évidemment patient avec elles, même si l'urgence environnementale est majeure, et de manière indissociable, faire le lien entre ces institutions-là, le multilatéralisme environnemental tel qu'il progresse, et des changements profonds dans la gouvernance économique du monde. Et à mon avis, ce n'est que le début. Le sommet de juin est en train de marquer le fait qu'il y a des mouvements en route, tel celui que j'indiquais sur les hybridations indispensables entre des institutions économiques construites par la Chine et celles qui ont été construites après 1945 par les pays occidentaux. Et donc, on ne peut que commencer à imaginer des séries de scénarios parce que ces scénarios sont très ouverts, mais c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement important, de penser cette réorganisation économique du monde avec les évolutions du multilatéralisme environnemental. Je me permets de souhaiter donc un très bon anniversaire à cette journée mondiale de l'environnement, mais elle signale avant tout le besoin d'agir, le besoin de coopérer. Merci beaucoup.